Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Le chef du gouvernement a rencontré ce matin les Maliens établis en Espagne. Des échanges francs et directs sur la situation du pays. Nos compatriotes adhèrent à la vision du président de la transition. Ils ont toutefois déploré des difficultés liées à l'accès aux documents administratifs. La drogue fait des ravages chez les jeunes, facilement accessible, peu cher. Certains ados la consomment sans modération et développent une addiction qui a de lourdes conséquences. Dans le grand format de la rédaction, vous aurez des témoignages bouleversants. La question inquiète et il faut vite agir. Connaissez-vous la danse Samogoro? Elle symbolise le brave paysan. La danse est faite torse nu et à peu d'interdits. La danse Samogoro est un pan de la culture sénoufo qui doit être préservé. Le dossier de Sékou Konaté dans cette édition. Dimanche 29 juin 2025, très heureuse de vous servir avec la même passion. Bonsoir et bienvenue à tous. Visite du Premier ministre chef du gouvernement en Espagne. En attendant l'ouverture des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, prévue demain lundi 30 juin 2025, le Premier ministre a sacrifié à une tradition en rencontrant les Maliens établis en Espagne. Ce cadre a permis au général de division Abdoulaye Maïga de donner le maximum d'informations sur la vision du président de la transition. Les Maliens d'Espagne, qui sont plus que jamais engagés à soutenir la transition, ont évoqué certaines préoccupations comme l'accès aux documents administratifs. Le Premier ministre dit prendre bonne note des problèmes posés. Envoyés spéciaux à Séville, Mamari Koné et Aliou Touré. Les Maliens établis en Espagne soutiennent les autorités de la transition. Cette standing ovation à l'endroit de la délégation constitue un témoignage fort. L'hymne de la Confédération des États du Sahel, AES, et celui du Mali sont ensuite entonnés. Et que c'est-il l'esprit fertile de l'Afrique, soldats de Sogos, déterminés. Les gens fleurissent l'espérance, les guerres livrées de confiance. Dans son mot introductif, l'ambassadeur du Mali en Espagne a magnifié les bonnes relations qu'entretiennent le Mali et le Royaume d'Espagne. Le Royaume d'Espagne est un pays qui offre l'hospitalité à nos concitoyens et qui veut travailler avec le continent africain dans le cadre d'une relation stratégique à travers sa nouvelle stratégie Espagne-Afrique 2025-2028 qui accorde une priorité à l'espace Sahel. La diaspora malienne en Espagne est estimée par nos sources à plus de 60 000 personnes. Elle constitue la deuxième diaspora de nos compatriotes en Europe. Nos concitoyens maliens vivent dans les différentes localités du pays et travaillent dans divers domaines d'activité, surtout dans le secteur primaire. Ils ont une bonne réputation auprès des autorités locales et leur nombre augmente à travers les voies de l'immigration.
Les Maliennes et les Maliens d'Espagne se sont mobilisés à tous les grands rendez-vous de la refondation du Malikoura pour lesquels ils ont été sollicités et à chaque fois que la fibre patriotique le commandait, tout simplement. Prennent part à la rencontre du jour les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés, en un mot, les ressortissants de l'AES. Dans les différentes interventions, les Maliens établis en Espagne ont salué les autorités de la transition pour les efforts consentis tout en évoquant quelques préoccupations comme l'accès aux documents administratifs, le problème des visas, entre autres. Tellement on est content et on ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. Parce que le Premier ministre nous a répondu à notre besoin, il a tout ramassé notre besoin. Nous, en tout cas, en tant que le président du Conseil des bases des Maliens de l'Espagne, on soutient la transition 100%. Depuis 2007, c'est la première visite officielle de l'État malien ici. Aujourd'hui, nous nous sommes vraiment sentis maliens. Nos remerciements à nos autorités actuelles. Bon courage à eux, vraiment. On peut maintenant retenir vraiment l'utilité de l'ouverture d'un consulat général au nom des Maliens établis en Espagne. Avant de répondre aux différentes préoccupations évoquées, le Premier ministre a salué cette forte mobilisation des Maliens établis en Espagne autour de la transition. Il en a profité pour expliquer la vision du président de la transition à nos compatriotes d'Espagne. Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous transmettre tout d'abord ces chaleureuses félicitations et remerciements pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé. Et remercier également les autorités espagnoles pour leur implication, pour leur humanisme et pour leur solidarité. Après la présentation de l'ambassadeur, nous avons noté avec une grande satisfaction le rôle positif que joue la diaspora malienne et les Maliens établis à l'extérieur ici dans le développement économique et social de l'Espagne. Donc je voudrais vraiment au nom du chef de l'État vous encourager et vous exhorter à respecter davantage les lois du pays d'accueil, à savoir l'Espagne. Je voudrais également, au nom du chef de l'État, confier la diaspora malienne, nos compatriotes qui sont ici, aux autorités espagnoles jusqu'à présent, et nous leur demandons d'accroître, si possible, tous les gestes de bienfaisance à l'endroit de nos compatriotes. Les représentants des jeunes, des femmes et d'autres intervenants ont apporté leur contribution au cadre d'information. Quelques instants après, le Premier ministre a présidé la réunion de coordination à laquelle on prépare tous les membres de la délégation. Et je vous rappelle que la 4e conférence sur le financement du développement s'ouvre demain lundi 30 juin à Séville, en Espagne. Ici, au Mali, la commission chargée des finances et de l'économie du CNT travaille sur la programmation budgétaire et monétique sur la période 2026-2028. Il s'agit d'une réforme majeure instituée en 2013 par l'article 56 de la loi des finances, le reportage de Mamadou Fane. Étape clé du processus de vote de la loi des finances, la loi d'orientation budgétaire intervient dans un contexte marqué par un environnement mondial difficile. Il s'agit pour les membres du CNT de partager au cours de cet atelier le document de la politique budgétaire adopté en Conseil des ministres le 18 juillet dernier et d'apporter leurs recommandations. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle sur lequel s'appuie le débat d'orientation budgétaire constitue le référentiel au projet de loi de finances. Il s'inspire du Malikoura Nietasira, Kapel, Santa, Fla, Anibio, des orientations définies dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, avec en filigrane les actions prioritaires du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2026. Le débat d'orientation budgétaire est un moment important dans l'adoption des politiques et programmes du gouvernement. Le quitus des membres du CNT est donc nécessaire pour la bonne marche du processus démocratique. En effet, le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle est un moment privilégié permettant aux membres du Conseil national de transition de s'interroger sur la pertinence et la cohérence des principales orientations envisagées par le gouvernement en matière budgétaire, fiscale ou sociale pour les années à venir.
Le débat d'orientation budgétaire est désormais ancré dans la tradition de notre pays et s'inscrit dans un processus de renforcement de l'approche participative dans la préparation du budget de l'État. Il offre ainsi l'occasion au gouvernement d'informer les parlementaires sur l'évolution des finances publiques. Cette rencontre est l'occasion pour les membres du CNT de s'assurer de la cohérence du projet de loi de finances de l'année à venir avec la trajectoire annoncée par le gouvernement en lien avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 et le plan d'action gouvernemental pour la période 2025-2026. Et dans le même registre, le président du Conseil national de transition informe les membres du CNT que les travaux de la plénière suspendus le jeudi 26 juin 2025 reprendront le lundi 30 juin 2025 à partir de 9h dans la salle Djeliba Ba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Le président du Conseil national de transition sait compter sur la bonne compréhension de tous et la séance est publique. Nous arrivons donc à la page AES de cette édition. C'est juste après ceci. AES Actualité, le président du Conseil national de transition est à Niamey. Le général de corps d'armée Malik Diaw a pris part à la cérémonie d'ouverture de la première session du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Vous avez suivi son intervention hier en marge des travaux. Les présidents des conseils nationaux de transition et ceux des assemblées nationales des pays membres de l'AES ont été reçus en audience par le président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Chani. Le compte-rendu de l'audience avec Lawali Moutari Manaïsara. Présent à Niamey dans le cadre de l'ouverture officielle de la première session du Conseil consultatif de la refondation, le président de l'Assemblée législative du Burkina Faso, Bougouma Ousmane, le président du Conseil national de transition du Mali, le général de corps d'armée Malik Diaw, le président de l'Assemblée nationale du Tchad, Kolotou Tchaimi, et le président de l'Assemblée nationale du Ghana, Alban Soumana Kingsford, ont tenu à faire le déplacement du palais de la présidence afin de présenter leur civilité au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ils sont accompagnés par le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoudou Harouna Djingaray. Nous sommes venus remercier le président de la République pour son soutien et partager avec lui aussi les expériences de ses pays amis. Donc le président nous a bien reçus, il nous a félicités et il a demandé de transmettre au chef d'État amis ses appréciations pour avoir délégué des hautes personnalités comme le président du Parlement de ces pays-là pour venir appuyer le Conseil consultatif de la refondation du Niger. La présence des pays frères et amis, en l'occurrence le Tchad et le Ghana, à cet événement d'envergure nationale démontre à suffisance la force des relations de coopération entre ces pays et le Niger de façon particulière et entre ces pays et les États de l'AES de façon générale. Après avoir reçu les orientations du président Tchani, le Conseil consultatif de la refondation du Niger a tenu ce dimanche sa première session plénière dans les locaux de l'Assemblée nationale à Niamey. À l'ordre du jour, l'amendement et l'adoption du règlement intérieur. Avant l'adoption de ce document, les présidents du Conseil national de transition du Mali et de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso ont échangé avec les membres du CCR sur les missions et le fonctionnement de leurs institutions respectives. Nos envoyés spéciaux sont Chaka Konaté et Idrissa Traoré. Le président du Conseil national de transition général de corps d'armée Malik Diaw et celui de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, devant les membres du tout nouveau Conseil consultatif de la refondation du Niger pour partager avec eux leurs expériences. Au lendemain de leur installation, les membres du CCR
ont été suffisamment édifiés sur les missions et le fonctionnement des organes législatifs de transition des deux autres pays de l'AES. Ils savent que le CNT a été mis en place le 5 décembre 2020 avec 121 membres, mais que ce nombre a été modifié et porté à 147 suite aux amendements apportés à la charte de la transition en février 2022. Il a deux missions principales, le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Il comprend 3 organes, le bureau, la conférence des présidents et la plénière, ainsi que 11 commissions de travail et une commission de contrôle. Il tient 2 sessions par an. La première session dite budgétaire s'ouvre le premier lundi du mois d'octobre et dure 75 jours. La deuxième session commence le premier lundi du mois d'avril et dure 90 jours. Quant à l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, elle a été installée en octobre 2022, composée de 5 commissions. Elle a 3 missions principales, le vote des lois, le vote de la loi des finances et le contrôle de l'action gouvernementale. Ainsi, de son installation en un jour, l'institution a interpellé 15 fois le gouvernement, conduit 10 missions d'information et 3 commissions d'enquête. Le président du CCR, Dr Mamoudou Aruna Djingare, a salué ces échanges enrichissants qui pourront inspirer son institution dans l'élaboration et la mise en œuvre de son programme de travail. Le CCR, dont l'installation devra accélérer les processus de mise en place du Parlement de la Confédération des États du Sahel. Enfin, le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Aruna Djingare, a remis des cadeaux à ses homologues burkinabés et maliens. Le président du Conseil national de transition, général de corps d'armée Maliki Diaw, a reçu un sabre, un cadeau offert par l'artisan nigérien de renommée internationale Aluseni Cheou, également membre du Conseil consultatif de la refondation. Ce sabre est un symbole de justice, cette justice qu'on vit aujourd'hui dans l'AES. Ce sabre est un symbole de bravoure, cette bravoure que vous incarnez, qu'incarne toute cette partie de l'Afrique. Merci. Ce sabre qui est conçu, fait, créé ingénieusement par cette composante sociale de la communauté africaine, sahélienne, particulièrement touareg, qu'on appelle les Inadan, qui sont les artisans, les artistes, les créateurs, les concepteurs, les ingénieurs. Je vous les fais porter pour vous porter la vertu et la valeur de la justice que vous incarnez. Je vous le fais porter parce que vous venez de cette partie de l'Afrique qu'on appelle le Mali bas, le Grand Mali. Merci pour cette marque de considération à mon égard, également à l'endroit du peuple de l'AES. Je vous avoue que vous m'avez impressionné depuis notre arrivée ici. C'est à travers vous que j'ai appris que, au-delà d'idées, il y a tout un message. Oui, ici c'est vrai qu'on peut se réunir, on peut se partager un verre d'été, pourquoi ne pas se partager l'amour, la paix. La paix. Et c'est l'occasion pour moi de vous rassurer que, Inch'Allah, ensemble, main dans la main, l'AES vaincra. Et l'AES arrivera à imposer la paix, l'amour dans son espace. Sans doute. Auparavant, le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger avait offert vendredi soir un dîner à ses invités de marque. Et les forces armées maliennes poursuivent leur montée en puissance. Hier samedi, un grand chef terroriste du nom de Aboubakar Ibrahim, communément appelé Oubel, et 10 membres de son groupe se sont rendus au Fama avec armes et munitions. Les faits se sont déroulés à Assongo, dans la région de Gao. Oubel est un chef terroriste très connu dans la zone. Ils sont revenus avec plusieurs matériels de guerre, dont 10 armes, 12 chargeurs, des motos. Le récit de cette reddition avec Abdoulaye Sako. Ce samedi 28 juin 2025, dans la région de Gao, un fait marquant s'est produit. 11 membres de l'État islamique au Grand Sahara ont volontairement déposé les armes
Parmi eux, Ibrahim Boubacar, plus connu sous le pseudonyme Doubel, chef des groupes armés terroristes opérant dans le secteur de Tessit. C'est avec leur équipement que ces hommes se sont rendus aux forces armées maliennes, marquant un nouveau tournant dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les unités déployées sur le terrain ont aussitôt procédé à leur prise en charge pour les premières étapes d'identification dans le strict respect de leurs droits fondamentaux. L'état-major général des armées, dans un message à l'opinion publique, s'est voulu rassurant. La sécurité et l'intégrité physique de ces individus seront pleinement garantis. Un engagement qui s'inscrit dans le cadre d'une gestion rigoureuse et humaniste des redditions. Et après avoir déposé les armes, Ibrahim Boubacar et ses hommes actifs jusqu'ici dans la zone de Tessit prennent la parole. Ils livrent les motivations qui les ont poussés à cette reddition. Je vous invite à écouter. Ils étaient à Gué. Oubel disait que lui, il est revenu parce qu'il est malien. C'est pour cela qu'il est venu se rendre à nous, ici au Mali. Et c'est un malien. Il ne peut pas rester derrière ces gens-là. Ces gens-là, lui, il pensait que c'est des gens qui travaillent pour le djihad. Or, ils ne travaillent pas pour le djihad. Ils sont là pour travailler pour des mensonges. Il est revenu parce qu'il est malien. Il lance aussi un appel aux autres qui sont là-bas, qui veulent venir. Ils ont peur aussi de venir. Donc, ils lancent l'appel à ces gens-là pour qu'ils puissent venir. Nous sommes tous des Maliens. Ce n'est pas un problème. Ils sont bien traités depuis qu'ils sont venus ici. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population est décidé à mettre fin à la spéculation foncière. Et pour ce faire, il faut l'application stricte des textes du domaine et du cadastre. Les différents acteurs étaient pour des journées de réflexion sur la problématique. Le reportage de Brahima Diallo. À renforcer la synergie entre les services centraux, régionaux et subrégionaux et d'assurer une meilleure cohérence dans la mise en œuvre des activités. Voilà l'objectif de ces 2 jours d'ateliers d'échange organisés par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population. Durant ces 2 jours, les experts du domaine échangeront sur la problématique d'application des textes de l'urbanisme et des cadastres au Mali avant de proposer les pistes de solutions. La Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a pour mission de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'urbanisme, de construction et d'habitat. Dans l'exercice de cette mission, la maîtrise de l'application rigoureuse des textes réglementaires en vigueur sont des leviers essentiels. Malheureusement, nous constatons au quotidien des interprétations divergentes des mêmes textes, des difficultés d'articulation entre services et parfois des incohérences dans les procédures. Cet atelier initié en réponse à ces constats vise à instaurer un cadre de dialogue entre les acteurs du terrain et les structures centrales. Cette rencontre constitue une opportunité précieuse pour harmoniser notre compréhension des textes, partager nos expériences, identifier les difficultés rencontrées sur le terrain et surtout proposer ensemble les pistes de solutions concrètes. L'objectif ultime est de renforcer l'efficacité de nos services et de rétablir la confiance des citoyens avec l'administration domaniale et cadastrale, notamment à travers l'informatisation et la digitalisation aujourd'hui. Le ministre en charge du domaine a saisi l'occasion pour exhorter les participants à proposer des solutions idoines conformément aux instructions du président de la transition. La rencontre de ces 2 jours doit nous permettre d'échanger sur les mesures à prendre pour améliorer l'accès sécurisé à la terre, améliorer la gestion urbaine et créer les conditions d'un accès à un logement décent. À l'issue de ces 2 jours de travaux, il est attendu une contribution des participants aux problématiques foncières au bonheur de la population. Et l'autre problème auquel le gouvernement et ses partenaires veulent lutter, c'est bien celle contre l'esclavage et pratiques assimilées.
Le ministre en charge du Travail et l'Organisation internationale du travail ont initié une formation à l'endroit des acteurs. La formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de 20 mois qui couvre 5 localités du Mali. Le reportage de Tchemoro Konaté. Esclavage par ascendance et pratiques assimilées, traite des personnes et trafic illicite des migrants. Ce sont là, entre autres pratiques constituant des violations graves de la dignité humaine et des droits fondamentaux qui pourtant restent d'actualité dans certaines localités du Mali. Une triste réalité contre laquelle s'insurge l'OIT, l'Organisation internationale du travail. C'est à travers ces séminaires de formation des acteurs engagés dans la lutte contre le phénomène. Il porte sur les instruments juridiques tels que définis dans le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Ce séminaire offre une plateforme précieuse de renforcement des capacités à l'intention des acteurs syndicaux, patronaux et de la société civile pour une meilleure appropriation des instruments juridiques désormais disponibles afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet qui couvre 5 localités du pays. Il s'agit de Kaye, Mopti, Gossi, Ansongo et Menaka pour une durée de 20 mois à partir de septembre 2023 pour un coût estimé à près de 700 millions de francs CFA. L'initiative est soutenue par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, dont la première responsable se réjouit des résultats engrangés. Notamment la prestation de février 2025 qui a permis de secourir 629 victimes de la traite du trafic de migrants. J'encourage le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires locaux et internationaux afin de renforcer la prévention. Ces initiatives en cours constituent un appui au gouvernement dans ses efforts de lutte contre l'esclavage par ascendance et les pratiques assimilées. La pratique de l'esclavage, les pratiques assimilées à l'esclavage, la traite des personnes et le trafic illicite des migrants sont désormais des infractions prévues et punies par la loi pénale dans notre pays. Alors, luttons tous contre ces pratiques humaines, cruelles, dégradantes, révolues et reconnues de notre époque en rendant aux communautés victimes leur dignité après de longs cortèges de souffrances et de destins brisés. Cette formation qui a démarré ce mardi s'étend sur 3 jours. Il s'agit de doter les participants d'instruments juridiques pouvant renforcer leur capacité opérationnelle. Le programme Tungaranke et ses banques partenaires au chevet des populations de la région de Kaye. 45 tonnes de riz, c'est la quantité de vivres qui permettra d'approvisionner les villages de Bendougo et Sangafé dans la commune rurale de Djagon. Le camion a pris le départ hier ici à Bamako. C'était au cours d'une cérémonie dans les locaux d'une banque de la place. Le reportage de Boubacar Bablentouri. À bord de ce camion qui vient de prendre le départ, 45 tonnes de riz. Destination, les villages de Bendougou et Sangafé dans la commune de Djakon, cercle de Soubidjania. Des denrées destinées à l'approvisionnement des entrepôts communaux au profit des commerçants détaillants de ces villages. C'est ainsi parti pour la phase opérationnelle du concept Point Diaspora du programme Tunkaranke et ses banques partenaires, en l'occurrence la BESIC Mali. Vu tous les avantages que ça apporte, non seulement à la communauté, mais aussi aux instruments financiers, aux mécanismes financiers qui ont été mis en place, dans lequel naturellement la banque se retrouve beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est environ 600 milliards que nos frères Tunkaranke envoient par année et qui injectent au Mali. Ce concept qui se veut un outil de développement des communautés à la base, à travers une inclusion financière, répond à une problématique, celle de l'immigration irrégulière. Auparavant, on a des difficultés à mobiliser vraiment ces fonds. Mais avec l'arrivée du programme Tungaranke, ça va nous faciliter vraiment de collecter le TDRL. Et en plus de ça aussi, il y a une petite pourcentage qu'on gagne à travers l'entrepôt communal sur toutes les marchandises transitées via le comité de gestion de l'entrepôt communal. Pour garantir la transparence et la fiabilité du réseau, le programme Tunkaranke a prôné la digitalisation de son système via une plateforme conformément à la vision du Malikouroua. Nous sommes arrivés à organiser les ressortissants de ces villages-là à l'extérieur. Et ces ressortissants ont rempli un certain nombre de conditions, à savoir la bancarisation non seulement des associations diaspora, mais aussi la bancarisation des membres de l'association. Et également procéder à un dépôt sur ce compte-là
donc, qui sera utilisé donc, pour aider le village à s'approvisionner. Et cet approvisionnement a pu être réalisé grâce à la digitalisation. Donc aujourd'hui, le programme Tungoranke et ses banques partenaires veulent surfer sur la digitalisation afin de lutter contre la migration, mais dans sa forme la plus néfaste. En marge de la cérémonie, la signature de 3 contrats entre les comités villageois des 2 localités et 3 parties. Il s'agit de l'entrepôt communal, la radio communautaire et les ressortissants de la commune basée à Bamako. Et nous arrivons au grand format de cette édition. Cocaïne, champignons, héroïne, 14 GHB, ce sont là quelques noms de drogues. Ces produits font partie aujourd'hui des substances qui font des ravages, surtout au niveau des adolescents et jeunes. Facilement accessibles et moins chères, certains la consomment sans modération et développent une addiction qui a de lourdes conséquences sur leur vie. Dans ce reportage, vous allez voir et entendre des témoignages très bouleversants. La drogue, le fléau du siècle, un dossier réalisé par Awadaman Koulibaly. Devant elle, n'essayez même pas de vous arrêter. Fuyez sans aucun remords. La première dose est celle qui entraîne dans la spirale de la toxicomanie. Ce monde sombre a happé plusieurs personnes. Ils ont entre 14 et 51 ans et leur dénominateur commun, c'est un proche qui les a conduits à la drogue. Un ami un jour, ko galara kungolo kala ndimine siglema ale karafe ale amene ngojo nga tirgelenta le flaga ke barabara parce que ado jarane trop ne waldene oni wakati na fo ni duna la ima parce que jarane yerere meto wuye kuma be wa mi wa waja wa mi nteso anyu me wasora a curiosité be na mi wa ni interga do de kurabule na mu ne rejoindre donc lo ya irana jusqu'à ce que kana adapter na ka kurala plus no lo era te yala san kurosele yera be bon yera essentiel tamaga moto lamtasa mami ndege mawa. Une fois qu'on y a goûté, l'on n'est plus maître de soi. C'est la drogue qui prend le contrôle. La consommation passe alors très rapidement du cannabis aux drogues dures. On est dans une santé. Bon, c'est là où on est mala. On a allé jeune fan fait. Et on met cigarette. Bon, il y a des cigarettes. Bon, après, on a cannabis là. Bon, mais quand même, on a fait. On a commencé à faire cocaïne. On tombe à 100 km, mais à km là, on a droit. Bon, il faut que 100 km pour qu'il y ait les histoires qu'on a gagnées. Héroïne be, cocaïne be, poudre lama be, kakuru lama be, mimbe da tabadaka ka be, mimbe sirini jouer au fana be. Bon, tout le monde va que failo là. Au début, c'était des drogues qu'on appelle les drogues douces ou bien les hallucinogènes, mais actuellement les jeunes prennent des drogues dures qu'on appelle les stimulants. C'est des drogues qui augmentent l'activité du système nerveux central. Il y a une drogue aussi que les jeunes consomment beaucoup, mais les gens pensent que c'est pas la drogue, ça c'est l'alcool. L'alcool fait partie des dépresseurs. C'est une drogue dure. La drogue et autres produits stupéfiants donnent l'illusion d'un bien-être mental. C'est cet effet éphémère que les toxicomanes recherchent dans la consommation. Bon, vraiment, ne m'a soro abi ifan bɛɛ don ɲɔgɔn na a bi kolotugudaw bɛɛ dimi ti se ka dumuni kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ banabagatɔ. Ne kɔni m'a sɔrɔ ka min se ka foyi kɛ n yɛrɛ n bɛ égirin n yɛrɛ ma n bɛ énervé n yɛrɛ ma. Pour mettre fin à cette punition corporelle et mentale, le drogué a besoin de sa dose quotidienne. Souvent même souvent même business nous yɛrɛ ka même t'a sɔrɔ fɛn t'e bolo a t'e ko a t'e ɲɛ e nana i yɛrɛ a kɔnɔ e ma suyani kɛ e ma binkani kɛ a kɔni ye fɛn wɛrɛ e ma mɔgɔ faga mɔgɔ min faga e ma taa kaso la.
Dans certains cas, la recherche de cette dose se fait dans des conditions presque dramatiques. C'est le cas de cette femme que nous appellerons Ouley. Elle vit entre les fumoirs avec un bébé d'à peine 6 mois. Aux premières nouvelles, la famille peine à le croire. Les interrogations laissent place à l'inquiétude, puis à la panique. Et quand les craintes se confirment, le choc est grand. Quand j'ai appris que Molby était dans la drogue, c'est une amie qui me l'a dit. Et j'avoue, je vous dis que cette amie, je l'ai haïe pendant des mois. Je ne voulais même pas la voir. Pour moi, c'était de l'égoïsme, c'était de la méchanceté. Si je l'avais écouté, peut-être que Maud n'allait pas monter jusqu'à la cocaïne. Parce qu'à l'époque, il était encore dans la chambre. Quand nous nous apercevons au niveau des familles, c'est un grand déshonneur. La famille ressent un enfant perdu qui ne pourra plus servir non seulement à sa famille mais aussi à l'État. Cet état de fait, Founé Konaté l'a compris. Elle a tout abandonné pour s'installer aux côtés de son fils. J'ai essayé de gérer et c'est moi qui lui achetais sa drogue tous les jours pour le maintenir à la maison afin qu'il n'aille pas au-dessus de ce qu'il fait déjà. C'est depuis 2012 et encore on est là-dedans. Il va de plus en plus mieux, mais il faut beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Le phénomène a pris une ampleur sans pareille, aggravée par l'accès plus ou moins facile à la drogue. La porosité de nos frontières. Vous savez, le Mali vraiment partage plusieurs kilomètres vraiment de frontières avec les autres pays. C'est un pays de transit concernant la drogue. On consomme peu, ça vient au Mali, après ça remonte en Europe. Au regard de cette porosité de frontières, les pharmacies, comme on le dit entre guillemets par terre, font rentrer beaucoup de ce genre de produits, tels que le tramadol. Le cannabis qui est là, malheureusement au jour d'aujourd'hui, au regard du coût, l'accessibilité est facile et il y a même des zones où nous avons eu des informations que les gens commencent à cultiver. Et on le retrouve partout, chez les chauffeurs de ce tramway, les apprentis, les vendeurs de sable, les jeunes dans les grains, même aussi au niveau des forces de défense et de sécurité où ça devient un problème très épineux au regard de la dangerosité de l'arme, au regard, c'est-à-dire de l'engagement opérationnel. Récemment, 2000 jeunes qui voulaient s'engager dans les rangs des forces armées et de sécurité ont été recalés en raison de la présence de drogue dans leur sang. Face à ce phénomène, plusieurs mesures sont prises par les autorités. Mais de plus en plus, les acteurs impliqués dans la lutte mettent l'accent sur la prévention et la prise en charge plutôt que la répression. Il faut sensibiliser, ça c'est la première approche. La deuxième, c'est ça, il faut former. Parce qu'il faut que c'est des gens qui s'en approprient de ce que c'est que la drogue. Il faut qu'on les forme aussi, surtout les parents, ça c'est à l'intention des parents, sur les signes d'alerte. Troisième approche, c'est la prise en charge. Une fois que la dépendance est là, ça devient une maladie. Quand il y a une maladie, il faut diagnostiquer, il faut prescrire de l'ordonnance. À la faveur des entretiens que nous faisons avec eux, on voit qu'on peut entamer la prise en charge. C'est l'étape du sévrage qui peut prendre 10 à 15 jours où on va les détacher de leur consommation habituelle. On va mettre en place des traitements qui permettent de les aider, c'est-à-dire à retrouver le sommeil, à être moins angoissés, moins impulsifs. Et après ce temps de sévrage, il y a le temps de la psychothérapie. Mais au regard de tout cela, il y a ce volet réinsertion qui est là aussi, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical. Par manque de statistiques, difficile d'apprécier les résultats des techniques utilisées. Néanmoins, il faut 1 an et demi pour affirmer qu'un toxicomane commence à s'en sortir, sans compter les moments de chute.
Voilà, mais 12 états. Nous, c'est ça, nous avons ma wadrune comme flamme. Bibi n'a l'hamdoullah. Madola, on est 2 kilomètres. Certains sont conscients du danger, mais peinent encore à se décider. Ne deme soroka boala me boala. Ne rep me nkorom suga salona. Nyentori la gadon nko kono. Ano ne we kashire. Ne mangi ne na sega. Me war ni ne na ma ami. Metame la fia. Ore me sega ne tiga sega. Quand même si ça n'était pas boala. Ils sont addicts au prix de leur vie. Oui, car la mer donne la vie et la drogue la détruit. Une destruction plus alarmante. 70% des consommateurs de drogue au Mali sont les jeunes. Et pire, 25% d'entre eux sont des femmes. Celles qui doivent donner la vie. Et oui, attention donc, la drogue ne rend pas fort, mais elle rend dépendant. Vigilance. Et c'est parti pour la page culture de cette édition. Dans cette page culture, nous allons sillonner ensemble l'intérieur du pays pour découvrir les merveilles du Mali, surtout en cette année dédiée à la culture. Direction Mopti, où la culture s'impose comme un facteur de paix et de cohésion sociale. Les ministres en charge de la culture et celui de la réconciliation nationale ont co-présidé le lancement du projet intitulé Initiative locale pour la promotion du patrimoine, un projet innovant qui vise à stimuler des industries culturelles et à valoriser le patrimoine malien. Et déjà, les premiers projets ont été financés. Le reportage de Souleymane Sidibé. La promotion du patrimoine au cœur de l'année 2025, celle de la culture au Mali. Un programme vient de voir le jour à cet effet. Il s'intitule Seguida Nieta, autrement dit l'initiative locale pour la promotion du patrimoine. Né de la volonté des autorités du pays, ce programme vise à identifier, soutenir, encadrer et promouvoir les initiatives locales dans une perspective d'industrie culturelle et créative en lien avec le patrimoine. Le président a dit de travailler pour donner une culture de Mali-Croix à la jeunesse malienne, mais surtout de travailler sur la revitalisation culturelle de nos territoires. L'idée derrière, c'est que ce patrimoine immatériel doit être érigé en industrie culturelle, parce que si le projet se développe, l'initiative se développe d'année en année, ils vont employer des gens, ils vont recruter des gens. Donc finalement, les régions, les territoires vont vivre de leur patrimoine. Pour joindre l'acte à la parole, des bénéficiaires ont reçu sur place des chèques d'un montant de 5 millions de francs CFA. Ce chèque est venu pour nous aider, nous épauler dans tout ce qu'on fait dans le domaine de la culture déjà. Et à travers ce que nous on fait, la semaine culturelle, ça rassemble déjà tout Mopti. Je suis très contente. Le ministre de la Réconciliation s'associe à cette initiative. Le vecteur le plus important pour faire la paix et la réconciliation, c'est la culture. Voilà pourquoi, de façon engagée, je m'associe à cette initiative qui est Seguida Nieta. Et je suis sûr qu'avec cette initiative au niveau de la région de Mopti en particulier, qui est l'une des régions pilotes, les résultats qui seront obtenus permettront non seulement de renforcer davantage cette initiative, mais aussi de voir ailleurs ce qui est possible d'être fait. Les initiatives locales sélectionnées seront appuyées à travers une formation de 10 jours dans leur domaine. L'étape des Mopti marque donc la phase nationale du lancement des actes concrets qui seront posés dans le cadre de ces programmes. Et nous restons dans la Venise malienne où le ministre de la Culture a rencontré les services techniques relevant de son département pour parler avec ceux-ci sur la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le ministre Mamou Daffé les a invités à s'impliquer davantage pour relever les défis de l'année de la culture. À l'issue de la rencontre, le ministre a visité certains centres qui contribuent au rayonnement de la culture dans la 5e région. Le reportage de Souleymane Sidibé. Le ministre Mamou Daffé
à l'écoute des services régionaux des Mopti relevant de son département. Année de la culture l'oblige. C'est une rencontre d'échange sur la vision du département saisie par le ministre pour leur expliquer les directives du président de la transition pour la réussite dans ces domaines. Nous avons vu des services centraux requinqués qui sont prêts au combat et ça a été aussi l'occasion de les passer les messages des plus hautes autorités du Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans la construction du nouveau Mali. Le gouverneur de la région a, au cours de la rencontre, fait le point des 3 secteurs au ministre d'Affaires. La région de Mopti est vraiment satisfaite de cette visite parce que ça nous a permis pour cette rencontre avec les cadres de faire l'état des lieux de ces directions régionales, d'avoir les préoccupations des directions et finalement de proposer des recommandations fortes qui permettront à ceux qu'au niveau régional et au niveau national de pouvoir prendre en charge certaines questions. Le ministre d'Affaires s'est ensuite rendu au centre d'architecture en terre des Mopti. C'est un haut lieu qui conserve toute la mémoire collective. Aujourd'hui, ce musée parle de notre histoire, de ce que nous sommes, de ce que nous avons été. Parce que ça parle des grandes mosquées, des Djéné, des Dingarebe, comment nos anciens travaillaient la matière, la terre. Le fait de recevoir monsieur le ministre ici, c'est comme si c'est un rêve qui a été réalisé. Parce que je me suis dit, quand ils vont venir ici, à travers ça, le monde entier verra vraiment qu'on a un bijou, un trésor ici à Mopti qu'il faut valoriser. La rencontre a aussi concerné la Biennale 2025 à Tombouctou. Le ministre d'Affaires s'est dit rassuré par le gouverneur quant aux préparatifs au niveau de la région. Faisons un tour au niveau du centre Ndomo, à environ 400 km de la Venise malienne. Nous sommes à Ségou et précisément à Pelengana. Nous allons voir une autre merveille de l'art malien. Il s'agit du Bogolan dans toutes ses facettes, des signes qui constituent de véritables moyens de transmission de messages et de bonne conduite dans la société. Pour vous permettre de déchiffrer les messages, Ramata Konaté et Karamoro Traoré nous plongent dans l'univers des idéogrammes sur le tissu Bogolan. Suivons ensemble ce dossier. Loin de simples dessins, les signes ou idéogrammes sur les pagnes borolans constituent de véritables sujets de communication dans la société traditionnelle malienne. La ligne droite, ça veut dire Sratléné en Bambara, le chemin droit. Et cela veut dire qu'il faut toujours prendre un chemin droit dans la vie. Et sinon, nous prenons le rond, on appelle ça couramment Soumani, la jolie maison. Ça symbolise non seulement la famille, ça symbolise également tout ce qui est précieux pour l'homme. On appelle ça Baka Kourchidjala, la ceinture de mon père. Cela symbolise en quelque sorte le courage, c'est-à-dire mon père a été courageux ou bien mon père est courageux, il travaille pour prendre la famille en charge. Les recherches poussées par Kassobane, un groupe de 6 sortants de l'INA, ont permis d'identifier 25 signes. Sur cet ensemble, 19 sont couramment utilisés dans les temps immémoriaux par les vieilles femmes. Ces signes ont été répertoriés par le groupe Kassobane. C'était vers les années 1989-1990 à travers le pays. Et c'est 2 grandes zones qui ont été visées où les Bambara utilisent couramment ces signes comme moyen d'expression sur des tissus. Le Bélédougou et l'interfleuve Bani, Niger. L'assemblage de ces signes sur un pagne traite d'un thème se voulant une leçon de vie. Et les vieilles femmes mettaient ce pagne dans le trousseau de mariage de leur fille pour un foyer stable, selon ce spécialiste, membre du groupe Kassobane. Sigimisen, qui veut dire une cohabitation difficile. Et au sein de nos familles, parce qu'autrefois c'était de très grandes familles, ces vieilles qui faisaient cette décoration, on dit pour faciliter la cohabitation, il fallait imaginer un thème qui rappelle tout le monde à l'ordre. Et c'est comme ça que ce thème est venu, Sigimisen. Parce qu'en regardant le thème, ça invite tout le monde à être en quelque sorte une personne ouverte aux autres, pour que l'ensemble puisse passer la vie en paix.
Sigui Mission rappelle à l'épouse de prendre soin des parents de son époux comme ses propres parents, d'être serviable, de bien s'entendre avec les voisins pour une bonne cohabitation. Les vieilles femmes, à l'origine de la confection de ces pagnes avec des signes sur le bogolan, y mettaient des leurres pour transmettre des messages. C'est un message qui est en rapport avec la polygamie. C'est une invitation des deux coépouses à passer la vie ensemble sans difficulté. Au lieu d'être permanemment en guerre, le mieux serait d'être amis pour élever les enfants dans la paix. Et là, il y a ici la limite. Et dans cette cohabitation, il y a des limites que nous ne devons pas dépasser. C'est respecté mutuellement. Auparavant, les femmes faisaient les signes sur le tissu bogolan en posant ce dernier sur une calebasse posée sur leurs jambes, puis dessinaient à l'aide de traces lignes en fer ou bâtonnets. La confection d'un pagne pouvait durer une année. Mais aujourd'hui, ce travail est plus facile avec ces petits bidons en plastique. En raison de leur valeur et de leur place dans notre société, ces signes sont utilisés dans l'art contemporain. Toutefois, les significations sont méconnues par la nouvelle génération. Ce qui l'attire en ces tissus, c'est surtout le côté esthétique. On a un thème ici qui s'appelle Koubeda. Koubé, c'est l'administration en Bambara. Et ce tissu a été réalisé pendant l'époque coloniale par les femmes. Parce que lorsque le colonisateur est venu, les femmes ont fait un constat. Si on va chez le commandant, il fallait nécessairement passer par le garde. Donc c'était quelque chose d'étonnant parce que au sein de notre société, notre administrateur, c'est le chef de village. Et le matin, le chef de village ouvre le vestibule. Tout le monde rentre comme bon leur semble. Donc c'était un premier constat. Et le second constat est que ces Toubabou avaient, au niveau de leur résidence, la porte était toujours fermée. Tandis qu'au sein de notre société, le matin, tout le monde ouvre leur vestibule, ou bien le vestibule, et les personnes rentrent et sortent comme bon leur semble. Et en regardant par exemple ce tissu, on voit les familles, beaucoup de familles. Et là, ce sont des épines. Et vous voyez un lot de maisons, concessions, protégées par des épines. Donc c'est une manière de dire, vos portes sont toujours fermées et les nôtres sont toujours ouvertes. Dans la société traditionnelle malienne, nous avons des mécanismes de transmission des valeurs comme ces tissus borolans avec des messages clés liés au travail bien fait, au vivre ensemble, à la tolérance, la paix, la cohésion sociale, entre autres. Des messages qui doivent inspirer les générations à perpétuer ces valeurs pour le renouveau du Mali, terre d'humanisme. Tout à fait, très instructif. Et dans le cadre de l'année de la culture, je vous informe que Boubacar Doumbia, promoteur du Centre Domo, est le parrain du mois de juillet. Son portrait dans nos éditions futures. Après Ségou, le plateau Dogon, classé depuis 1989 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, et de cette date à nos jours, tous les 5 ans, le plan de gestion et de conservation des sites inscrits sont mis à jour. C'est à cet exercice que les responsables de l'UNESCO et ceux de Badjangara se sont livrés. Immersion dans le pays Dogon avec Agibou Koulibaly et Mamadou Sidibé. Au pied des falaises millénaires de Badjangara, les voix d'aujourd'hui s'élèvent pour préserver l'héritage de demain. C'est dans cet esprit que lors de la rencontre consacrée à la mise à jour du plan de gestion du site, les autorités communales ont mis en avant l'importance cruciale du rôle des collectivités dans la préservation de ce patrimoine. Cette rencontre est d'une importance capitale quand il s'agit surtout de faire l'état des lieux des différents sites. Et cela est consécutive aussi à la crise multiforme et multidimensionnelle que l'État du Mali a connue de 2012 à nos jours. Cela a agressé, affrité, mettre à terre, même l'économie et le développement ont été freinés. L'objet de la rencontre était de parler de la mise à jour du plan de gestion des sites des falaises de Badjangara, pays Dogon qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989.
Prenant le relais, le consultant de l'UNESCO a expliqué le cadre stratégique et l'approche participative adoptée dans le processus. Il est de bon ton tous les 5 ans que l'UNESCO revoit le plan de gestion et de conservation dont sont dotés les sites. Ça fait partie de la gestion maintenant des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. C'est très important. Donc de revoir, de demander aux États parties qui ont des sites sur la liste du patrimoine mondial de réviser, de mettre à jour le plan de gestion. Le gouvernement a salué l'engagement collectif autour de ce joyau culturel inscrit au patrimoine mondial. Ce matin, nous avons un éminent expert en patrimoine qui a servi en tant que gestionnaire du site, chef de la mission culturelle de Badiangara, pendant plus d'une décennie. De par ses expériences, il a été choisi par l'UNESCO, un partenaire clé dans la gestion des sites du patrimoine mondial, pour nous assister à évaluer la mise en œuvre des activités du dernier plan de gestion et proposer des actions à intégrer dans le nouveau plan de conservation et de gestion du site des falaises de Badiangara. Quand les autorités, les experts et la communauté parlent d'une seule voix, les falaises de Badiangara peuvent espérer résister au temps. Découvrons aussi un pan de la culture sénoufo. Nous sommes dans le Kénédougou. Il s'agit bien de la danse du Samogoro, plus connue sous l'appellation des trembleurs. Cette danse qui désigne le brave paysan, on la retrouve dans les localités de Watiali, Lofine et Lofigué. Pour un des conservateurs de cette tradition, chaque peuple se développe partant de sa culture. Aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Pour savoir les avantages et les interdits de cette danse, suivez le dossier de nos correspondants régionaux à Sikasso, Sekou Konaté et Souleymane Bamba. Viril, acrobatique et coordonnée, la danse du Samogoro est un élément folklorique du milieu sénoufo, chargé de symboles. Samogoro, dans notre jargon, désigne le brave paysan, le champion Samogoro. La danse est sénoufo. Alors il se trouve que dans le jargon sénoufo, Samo c'est le brave paysan. La danse techniquement est une danse sacrée mais profane, dans la mesure où il y a un jumelage entre l'aspect profane et l'aspect sacré. Les cérémonies sacrificielles, ce n'est pas tout le monde qui puisse en tout cas y participer. Mais les cérémonies festives, là, c'est ce qui a lieu sur une aire en plein air, ou bien en tout cas dans un lieu choisi pour la circonstance et auquel cérémonie tout le monde a accès. Fortement enraciné dans la tradition, dans un espace géographique qu'on peut qualifier de nombril entre Sénoufo et Samoko, la danse du Samogoro a peu d'interdits, tant dans son exécution que sur les espaces d'exhibition, même si elle reste intimement rattachée au monde rural, notamment les résultats des campagnes agricoles. Et les danseurs en culottes courtes, surmontés d'une ceinture de grillons et torse nu, offrent à chaque occasion un spectacle époustouflant. Le Samogoro a une période bien précise pour paraître. Et cette période se rapporte à la période chaude. Ça veut dire que ça coïncide avec la fin des travaux champêtres. Et les récoltes sont parvenues déjà au village. Et cette danse, elle est organisée pour célébrer non seulement les bonnes récoltes, ensuite demander aux bandes de prévoir de bonnes récoltes pour la saison future. Le Samogoro aussi, c'est pour demander la bonne pluviométrie pour les paysans. Et également, le Samogoro est dansé pour préparer la musculature des paysans afin qu'ils puissent aborder, en tout cas la saison suivante, en pleine forme. Et de nos jours, force est de reconnaître que la chose culturelle est en perte de vitesse. Et l'année 2025, décrétée année de la culture, arrive à un bon moment. Si le président n'avait pas abordé cet aspect, il appartenait à nous, hommes de culture, vraiment de les approcher, de les démarcher, pour qu'il y ait au moins une année spécifiquement dédiée à la culture. Ne serait-ce que donner le déclic pour notre culture et valoriser et pérenniser et conserver
notre culture telle qu'elle était avant. Chaque peuple se développe partant de sa culture. Aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Donc si nous délaissons notre culture au profit des cultures importées là, à quel on est là? La couche féminine, elle, longtemps restée dans l'ombre, se fait de plus en plus visible sur les espaces de réjouissance populaire à travers le Samoro féminin. Et le rajeunissement des hommes sont des initiatives qui permettront sans doute de perpétuer ces danses et maintenir le flambeau. Siragatou Sissé, bonsoir. Bonsoir, Awa, dites-moi Kamara. Oui, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, nous arrivons à la page sport de cette édition. Siragatou, l'USFAS s'adjuge le trophée de la Coupe du Mali de foot féminin en battant l'AS Mandé, détentrice 1-0. L'unique but au parfum de bonheur porte la signature de l'attaquante, l'international Oumou Kone à la 16e minute. C'est la deuxième étoile des USFASiennes dans cette compétition en 10 éditions. L'USFAS détrône l'AS Mandé 6 fois vainqueur de Dame Coupe. La finale était présidée par le ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Le compte rendu de cette finale, USFAS AS Mandé avec Hawa Kamisogo et Oumarka Traoré. Sous les regards attentifs des supporters et en présence du ministre en charge des sports, qui avait à ses côtés la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son homologue du Burkina Faso, l'USFAS a fait preuve d'un réalisme glacial pour s'offrir le trophée national face à un adversaire bien connu, l'AS Mandé, tenante du titre et habituée des grands rendez-vous. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 17e minute par Oumoukoni. L'attaquante issoisienne a su profiter d'une opportunité pour faire trembler les filets, inscrivant du coup son nom pour la deuxième fois dans les annales de la compétition. Ce but, suffisant pour plier le match, a permis à l'USFAS de renouer avec la gloire 14 ans après son dernier sacre face au même club lors de la finale de 2011. En plus du trophée collectif, les récompenses individuelles n'ont pas manqué. Sans surprise, Oumoukoni, unique buteuse de la finale, a été logiquement élue meilleure joueuse de la rencontre, saluant ainsi sa performance décisive. Elle a reçu 250 000 francs CFA. En plus du trophée et des médailles d'or, l'USFAS se repart avec un chèque de 5 millions de francs CFA. Tandis que l'AS Mandé, finaliste malheureux, empoche 3 millions de francs CFA et le médaille d'argent. Chose dit, chose fait. On a dit et on a gagné. Terminé. Force qui se trouve au point cardinaux du Mali, surtout nos chefs, et encore surtout tous les Maliens. 90 minutes, c'était pour nous. Il n'y avait même pas de jugement à faire, à tous les niveaux. Mais le but est venu, voilà, on ne peut rien contre ça, ça c'est clair. On ne peut rien contre. Et nous, on va se préparer pour le Caridas, au moins c'est essayer de consolider notre titre de champion. Je suis un homme heureux aujourd'hui, et vous le savez, comme vous le dites, l'équipe l'USFAS existe depuis il y a longtemps. Ça fait quand même des décennies. C'est la deuxième fois que l'USFAS remporte tous ces trophées. Vraiment, c'est une fierté et je remercie beaucoup. Sinon, je félicite les joueuses pour le travail abattu sur le terrain. L'encadrement technique, vous savez, présentement, l'armée a besoin quand même de victoires sur le terrain, en même temps de victoires aussi sur le terrain de foot. Je suis très satisfaite, très émue de voir nos filles jouer, qui nous ont gratifié d'un très bel spectacle de foot balistique à travers des passes et des bons dribbles aussi. Donc je ne fais que les encourager, les gagnantes, bravo aux gagnantes et mes encouragements à l'équipe de l'AS Mandé. Porté par ses succès, l'USFAS ambitionne désormais de réaliser le doublé Coupe Championnat, un exploit qui viendra couronner une saison déjà mémorable. Bravo à l'USFAS. L'Académie Boubacar Dramé dit Papi a été inaugurée hier à Tomikoro-Bougou en présence de nombreux dignitaires et acteurs du football. Oui, la date du 28 juin 2025 est inscrite en lettres d'or dans les annales de l'association sportive Académie Papi Dramé avec l'inauguration officielle de l'école de football pour les jeunes âgés de 12 à 14 ans. Le promoteur Boubacar Dramé soutient le football à la base. Le compte rendu de la cérémonie avec Salif Ouedraogo.
Baptisée Association Sportive Académie Papi Dramé, cette école de football a officiellement ouvert ses portes ce samedi. Ce centre de football accueillera au départ 50 jeunes talents qui bénéficieront d'une formation adéquate tant sur le plan sportif qu'académique. Avec un programme qui combine le football et les études, l'objectif est non seulement de permettre à ces footballeurs en herbe d'exceller un jour sur le terrain de football, mais aussi d'aller le plus loin dans les études scolaires et universitaires. Bâti sur une superficie de 700 mètres carrés, ce joyau comprend un terrain synthétique 7-7 et un mini-terrain de Maracana. Avec ses infrastructures de dernière génération, prenant en compte de toutes les commodités, cette infrastructure incarne déjà la passion, l'engagement et la discipline nécessaires pour atteindre les sommets du football national, voire mondial. Ici à Tomkouroubou, nous avons des jeunes remplis de talent, d'énergie et de rêves. L'Académie Papi Dramé a été créée pour eux, pour vous. Elle se veut un lieu d'apprentissage, d'excellence et de cohésion. Un endroit où l'on forme non seulement des sportifs, mais aussi des hommes et des femmes de valeur. Déjà un creuset de talent, l'Académie Papi Dramé se veut désormais être un réel incubateur de grands joueurs qui aspirent à une carrière de footballeur professionnel à l'image de leur idole. Un match de gala entre les anciens footballeurs de Tomkouroubou de Blanc-Vertu et Petrobama a rehaussé l'éclat de cette fête. Les anciens ont émerveillé le public avec un festin de buts. Spectacle finalement conclu par un score de 7-2. L'assistance s'est régalée comme au beau vieux temps. Les Aigles dames du Mali sont en pleine préparation au Maroc pour la CAN. Le staff et les joueuses ajustent les pions avant la bataille. Oui, présente au Maroc depuis mercredi, les Aigles dames du Mali poursuivent leur acclimatation au royaume chérifien. Elles multiplient les séances d'entraînement sous l'œil vigilant du staff technique. Le Mali sera à sa 8e phase finale de CAN féminine. Sa meilleure performance reste celle de 2018 au Ghana avec une 4e place. La CAN au Maroc, c'est du 5 au 26 juillet. Le Mali est dans le groupe C, basé à Berkane, avec l'Afrique du Sud, tenante du titre et 14 participations. Le Ghana, 13 participations. Et la Tanzanie, 2 participations. Assa Soumaré et Oumarka Traoré seront nos envoyés spéciaux au Maroc. Bonne chance donc aux dames. Et changeons de discipline, basket Coupe du Monde des moins de 19 ans garçons. Les Aiglons du Mali se sont inclinés ce dimanche 73-50 face à la Nouvelle-Zélande. Sortie ratée sur toute la ligne. Les Aiglons n'ont remporté que le 3e quart-temps, laissant le plancher aux Néo-Zélandais vifs et adroits dans les adresses. Cette défaite est une piqûre de rappel pour les garçons du sélectionneur Moussa Cissé. A rappeler qu'hier, le Mali avait battu la Serbie 72-70 dans ce groupe ce matin. L'Argentine, tombée hier, s'est relancée face à la Serbie 71-66. Le 3e et dernier match du Mali est programmé le mardi 1er juillet contre l'Argentine, aux Maliens de rehausser leur niveau de jeu. On espère bien, Siragatou. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pensée spéciale à nos femmes, à Madougou, Ogosagou, Dimbale et Koro. C'est dans la région de Badjangara. Bonsoir.